Bismillah. À la fin d'un quadrille particulièrement allègre, le cavalier de Gilda s'exclama. Cette danse m'a donné très chaud. À moi aussi. Ils sortirent dans le jardin. Si l'air s'était légèrement rafraîchi, il n'y avait pas de vent. Gilda se dirigea vers un banc sous l'un des arbres auquel l'un avait suspendu plusieurs lanternes vénitiennes. Voulez-vous une boisson? Oui, merci. Un verre de limonade serait parfait. Pendant que son cavalier retournait vers la maison, Gilda ouvrit son petit sac de soirée afin d'y prendre un mouchoir. Elle avait constaté qu'Héloïse possédait toute une série de sacs assortis à ses robes. En fait, il s'agissait plutôt de bourses du même tissu que les robes, que l'on agrémentait généralement de dentelles et de rubans. Elle venait de sortir le ravissant mouchoir en dentelle portant le monogramme d'Héloïse, lorsqu'elle entendit une voix murmurer derrière elle. « Faites tomber votre sac. » Elle crut avoir rêvé, mais la voix répéta. « Laissez-le tomber, je vous dis. » Effarée, elle obtempéra sans plus attendre. Une seconde plus tard, un homme s'avança vers elle en disant d'une voix claire « Permettez-moi, mademoiselle Wingate », et il se pencha pour ramasser le petit sac. Gilda ne reconnaissait nullement cet homme. Il était jeune, brun, séduisant, mais rien ne le signalait à l'attention. Il lui tendit le sac avec un geste théâtral. « Merci beaucoup, » dit-elle machinalement. « C'est un plaisir que de vous être agréable. » Il s'inclina devant elle avec grâce, puis s'éloigna et disparut dans le flot des invités qui abandonnaient la salle de bal pour l'air frais du jardin. Gilda restait incrédule. Avait-elle réellement entendu cette voix dans la pénombre? Cela semblait absurde, mais en rangeant son mouchoir, elle sentit au fond du sac quelque chose qui lui parut étroit et dur, et dont elle allait se saisir quand son cavalier revint avec un serviteur portant 2 verres sur un plateau d'argent. Aussitôt, Gilda referma le sac, fit glisser l'anse de soie sur son bras, comme elle l'avait fait avant de danser, et prit sur le plateau d'argent le verre de limonade. Son cavalier se servit à son tour, une flûte de champagne à la main. Il s'assit auprès d'elle. « Ai-je besoin de vous dire que vous êtes sans contexte la plus belle invitée du marquis? Mais vous devez être lasse de vous l'entendre répéter. Je suis seulement surprise quand il y a tant d'autres jolies femmes. » En écoutant l'écho de ces paroles, elle estima qu'elle était fort experte dans l'art de traiter les compliments à la légère, comme si elle y était habituée, de longue date, et n'avait jamais été la jeune campagnarde qui ignorait de tels hommages. Tandis qu'il continuait à échanger des banalités de circonstances, Gilda ne put s'empêcher de penser que la conversation eût été plus intéressante avec le marquis. Que pouvait-il raconter la princesse de Leven, lorsqu'elle les avait vus ensemble, avant de quitter la salle de bal pour le jardin? La princesse était connue pour son esprit, et Gilda se persuada avec regret qu'elle ne pourrait jamais intéresser le marquis à la manière de la princesse. Mais pourquoi ce souci? Remarqua-t-elle non sans redouter la réponse. Dès que la musique reprit, elle se leva, son compagnon l'imita. « J'imagine qu'il est inutile de vous demander de m'accorder cette danse. Plus tard, peut-être. » Les 6 prochaines danses étaient déjà retenues. Ils se dirigèrent vers la maison. Mais au moment de pénétrer dans la salle de bal, Gilda s'immobilisa un instant, puis bifurqua vers une porte qu'empruntait bon nombre d'invités qui devaient se rendre dans le salon réservé au souper. Son cavalier disparut brusquement. Elle se retrouva seule dans la foule quand elle sentit que l'on tirait sur les rubans de soie fermant son sac. Instinctivement, elle le fit glisser vers son poignet, mais la petite secousse recommença et même s'accentua. La pression de la foule l'empêchant de se retourner, elle jeta tant bien que mal un regard derrière elle et aperçut un homme de haute taille, très distingué, qui lui parut incapable de toucher à son sac. Pourtant, lorsqu'elle posa par prudence sa main sur la bourse de soie et de dentelle, elle rencontra celle de l'homme. À l'exclamation de surprise qu'elle laissa échapper, il répondit « Pardon », en retirant précipitamment sa main. L'instant d'après, il avait disparu dans la cour. Dès qu'elle put enfin atteindre le grand escalier du hall, Gilda se précipita au premier étage et pénétra dans la chambre où elle avait déposé sa cape et celle de sa marraine. Le lit était maintenant chargé d'élégants manteaux, de châles et de tôles de fourrure. Une invitée, assise devant la coiffeuse, et une servante se trouvaient dans la pièce. Gilda préféra passer dans une seconde chambre, plus petite et déserte, bien que servant également de vestiaire, le dos tourné à la porte, elle ouvrit son sac.
Jamais elle n'aurait pu recommencer à danser avant d'avoir satisfait sa brûlante curiosité. Sous le mouchoir, elle découvrit un très petit rouleau de papier à lettres. Semblait-il, perplexe, elle chercha ce dont il pouvait s'agir. Elle pensa à un billet d'eau que le mystérieux gentilhomme du jardin devait destiner à Héloïse. Le petit rouleau, pas plus gros que l'auriculaire du Gilda, était scellé par un cachet de cire, comme une lettre. Délicatement, elle le décolla. Il lui fallut s'approcher d'un chandelier pour pouvoir déchiffrer les mots inscrits sur le morceau de papier en lettres minuscules. Le Dreadnought est mis à la cape. L'Endeavour est en réparation. L'Invincible part pour les Antilles le 15 mai. Après un espace blanc, il y avait également ceci. 2 bataillons des dragons du roi seront en route pour Douvres le 11 mai. Un troisième est actuellement en manœuvre à Folkestone. Gilda considérait ces lignes étranges avec effarement quand il lui vint une idée tellement horrible que ses mains en tremblèrent. Il y avait un autre message au bas du papier, mais elle ne prit pas la peine de le lire. Elle remit le seau en place en se demandant ce qu'elle devait faire. Des voix soudaines dans la pièce voisine l'affolèrent. Aussitôt, elle enfouit le rouleau au fond de son sac. Elle sentit alors sous ses doigts un autre morceau de papier qu'elle voulut examiner. C'était plié en deux, un billet de 100 livres. Pendant quelques instants, elle en eut le souffle coupé. Mais quand elle glissa le billet sous le mouchoir, elle avait compris la signification de ces phrases énigmatiques. Et du même coup, elle sut comment sa sœur avait rempli son coffret de bijoux et de pièces d'or. Elle se souvint des récits de son père concernant ces espions qui, en transmettant des informations à l'ennemi, compromettent les mouvements de troupes que les généraux s'efforcent de tenir secrets. Son père semblait posséder un 6e sens qui lui permettait de détecter presque infailliblement parmi ces hommes un traître acheté par l'adversaire. « Je peux me flatter, avait dit le général, de n'avoir jamais commis d'erreur. Jamais je ne fais punir un innocent. » Gilda s'était alors rendu compte du nombre tragique de vies humaines qui pouvaient être perdues si l'ennemi parvenait à connaître l'état des forces engagées, ainsi que leur position. À la signature de l'armistice, il s'était trouvé bien des gens pour douter des intentions pacifiques de Napoléon Bonaparte. Aussi, dans ce contexte, Gilda n'avait pas eu à réfléchir longtemps pour deviner ce que son sac contenait. Des informations militaires destinées aux Français. Ainsi sa sœur servait de messager entre l'inconnu qui lui avait demandé de laisser tomber son sac et celui qui avait tenté de l'ouvrir. Quoique horrifiée par cette idée, elle estima que cette façon de communiquer par l'intermédiaire d'un petit accessoire féminin ne manquait pas d'astuce. Puis, revenant à Héloïse, elle se demanda comment a-t-elle pu commettre une telle traîtrise. Mais bientôt, la situation présente absorba toute son attention. On allait sûrement l'aborder de nouveau et cette perspective l'effrayait. Grâce à son père, elle n'ignorait pas que l'ennemi était sans pitié quand il s'agissait de s'emparer d'informations de la plus haute importance. Cependant, elle était résolue, en dépit du danger, à ne céder aucun secret à l'adversaire. Restait à savoir ce qu'elle allait faire de ce rouleau de papier, si encombrant malgré ses dimensions réduites. Elle trouva la réponse en pensant au marquis. Elle lui remettrait dès que possible le message secret. Si elle ressentit un immense soulagement, les difficultés ne tardèrent pas à lui apparaître, car le marquis, soucieux de comprendre quel rôle elle jouait dans cette affaire, la presserait de questions. Quant au billet de son livre, elle ne pouvait lui en parler sans passer pour une espionne à la solde de la France, ce qui représentait un crime, passible de la peine de mort. Et si elle s'avisait d'avouer la vérité, non seulement elle incriminerait sa sœur, mais en plus elle se verrait démasquée. Il existait sans doute une solution, mais elle ne parvenait pas à l'imaginer. Elle fut distraite de ses tourments par la servante qui venait chercher l'une des capes déposées sur le lit. Alors, elle sortit de la chambre et se retrouva dans le corridor où un valet refermait une porte. Portant à la main une paire de bottes et sur le bras une cape qu'elle savait appartenir au marquis, il s'inclina devant elle puis s'éloigna. Dès qu'il eut disparu, Gilda ouvrit la porte qui devait à son avis être celle de la chambre du marquis. Elle put
constatait que son intuition ne l'avait pas trompé lorsqu'elle découvrit à la lumière d'un chandelier posé sur la table de chevet un grand lit à colonnade tendu de soie rouge portant les armoiries de Straverton. Après un bref regard dans la pièce, elle ouvrit son sac et en sortit le petit rouleau et le billet qu'elle glissa entre les draps. Puis elle rejoignit précipitamment la salle de bal avec l'impression d'avoir vécu une expérience traumatisante de plusieurs heures, alors que tout s'était passé très vite. Un gentilhomme l'attendait, impatient et contrarié, parce qu'il croyait qu'elle avait oublié leur danse. Tout en se laissant guider par son cavalier, elle cherchait le marquis du regard. Elle conversait avec un homme d'un certain âge, sans se douter qu'elle aurait tant aimé pouvoir accourir vers lui et lui avouer sa frayeur. Où était l'homme qui avait tenté d'ouvrir son sac? L'observait-il en ce moment même? La danse terminée, elle alla retrouver Lady Newland. « Es-tu heureuse, ma chérie ?»« La soirée est merveilleuse, mais je pense qu'il est temps de rentrer. Votre médecin vous désapprouverait certainement de veiller si tard, aussitôt puisqu'il doit être minuit passé depuis longtemps. Oh, j'ai l'impression que je suis une débutante qui se fait gronder par sa mère. »« Mais c'est exactement cela, » répondit Gilda en souriant. « Et j'estime que vous devriez vous ménager. » Lady Newland protesta, mais sans la véhémence des cavaliers de Gilda. Personne ne pouvait deviner que cette dernière sentait autour d'elle une menace, en la personne de cet inconnu qui attendait sans doute le moment propice pour lui réclamer ce dont, en fait, elle s'était déjà débarrassée. Quand enfin Lady Newland se résignait à regagner Curzon Street, Gilda se sentit soulagée. Le marquis les accompagna jusqu'à leur calèche. « Êtes-vous satisfaite de votre soirée ?» demanda-t-il à Gilda. Ce fut un enchantement. Dans la lumière des torches portées par des valets, le marquis scruta son visage. « Qu'est-ce qui vous tourmente, Héloïse ?» La perspicacité du marquis lui parut redoutable. Et pourtant, il lui apparaissait comme un refuge, une assurance de sécurité dans un monde qui était devenu terriblement menaçant. Alors qu'elle restait muette, il ajouta « Je vous verrai demain », et il l'aida à monter dans la calèche où l'attendait Lady Newland. À Curzon Street, tandis qu'elle gagnait le premier étage, Lady Newland remarqua « J'ignorais que le marquis était si attentionné, si bon. Je le croyais très dur, mais j'ai maintenant une opinion très différente. » Gilda garda le silence. Lady Newland reprit. « Lord Hawkesbury m'a dit tout le bien qu'il pensait de lui, et l'admiration qu'il lui porte. C'est particulièrement flatteur de la part du ministre des Affaires étrangères. » Gilda se figea. « Il était présent à la soirée ?»« Mais oui, il m'a tenu compagnie pendant un long moment. Tu devrais te souvenir de lui, il est venu déjeuner ici, il y a environ 3 mois avant que je ne perde la vue. »« Oui, effectivement. Il m'a vraiment fait changer d'avis au sujet du marquis. » Lorsqu'au premier étage, Gilda la conduisit vers sa chambre, Lady Newland lui confia. « Je crois, ma chérie, que le marquis serait un très bon mari, surtout s'il t'aime. » Gilda s'abstint de répondre. Et tandis que mademoiselle Anderson enlevait la tiare de Lady Newland, elle se retira dans sa chambre après avoir embrassé sa marraine. « S'il t'aime, » avait dit Lady Newland. L'écho de ces paroles lui arracha un petit rire qui ressemblait à un soupir. Car bien que cela fût impossible, elle ne pouvait s'empêcher de penser que l'amour du marquis serait la chose la plus merveilleuse du monde. Héloïse n'avait été attirée que par la position sociale du marquis, sa fortune, ses innombrables domaines. Elle, au contraire, ne voyait que l'homme, et la révélation des sentiments qu'elle nourrissait pour lui la frappa comme une lumière céleste. Rêvant d'un amour qu'elle jugeait inaccessible, elle se trouva absurde, mais rien n'avait pu l'empêcher, lorsqu'il lui avait dit « Je vous verrai demain », de ressentir un profond émoi. Dans son esprit, tous les dangers s'éloignaient. Nulle menace, tapie dans l'ombre, ne la retiendrait de recevoir le marquis. Elle éprouva le besoin d'aller s'asseoir sur le tabouret, devant la coiffeuse, comme si ses jambes allaient se dérober sous elle. « Comment cela a-t-il pu arriver ?» se demanda-t-elle. « Comment ai-je fait pour m'éprendre d'un homme qui vit dans un autre univers ?» Depuis son arrivée à Londres, à aucun moment, elle n'avait imaginé que les aspirations d'Héloïse puissent être satisfaites. Jamais le marquis n'aurait épousé une jeune femme anonyme, quelle que fût sa beauté. D'ailleurs, il avait percé à jour et devait s'amuser de la voir, comme tant d'autres, manœuvrer dans l'espoir de le piéger. Elle songea qu'il l'avait soustraite aux assauts de Sir Humphrey, qu'il avait eu la bonté de donner une soirée en l'honneur de sa marraine, mais qu'il ne l'avait pas invitée à danser. En fait, il n'avait même pas recherché sa compagnie.
Pourquoi ne suis-je pas tombée amoureuse de l'un de ces gentilshommes qui ne demandaient qu'à danser avec moi? Gilda connaissait la réponse. Le marquis ne ressemblait à personne d'autre. Elle eut beau se raisonner, dès qu'elle éteignit le chandelier, elle vit apparaître le visage du marquis et entendit sa voix dans l'obscurité. « Je vous verrai demain. » Puis elle pensa à ce qui l'attendait dans son lit. Jamais, au grand jamais, il ne devrait apprendre la vérité. Et elle se jura de lutter seule contre ceux qui avaient utilisé sa sœur, même s'ils essayaient de faire pression sur elle. La tête enfouie dans son oreiller, elle n'écouta plus que ses sentiments, qui balayaient tout le reste. « Je l'aime », se dit-elle. Les ultimes étoiles de la nuit pâlissaient dans la lumière de l'aube. Lorsque le marquis salua ses derniers invités, les louanges furent unanimes. « L'ennui avec vous, Straverton, lui dit l'un de ses amis, c'est que vous nous surpassez tous, y compris dans votre façon de nous accueillir. Merci. Je ne vous adresse pas un compliment, mais un reproche. » Les deux hommes éclatèrent de rire. Lord Hawkesbury avait quitté la soirée peu de temps après Lady Newland et Gilda. Il n'avait eu aucun tête-à-tête avec le marquis. Toutefois, quand il posa sa main sur l'épaule de son jeune ami, tandis qu'il se dirigeait vers la grande porte, le marquis devina la fatigue et les préoccupations du ministre, qui continuait à le considérer comme son dernier espoir. La princesse de Leven, quant à elle, lui avait déclaré en partant: « Ce fut une soirée divine, mon cher Raleigh. » Ils avaient eu, l'année précédente, une liaison brève mais exaltante, telle que peut l'être la rencontre de deux êtres qui s'estiment et ne recherchent qu'un divertissement, en évitant de se faire souffrir. L'amitié qui s'était nouée entre eux permit à la princesse de remarquer: « Cette petite Wingate est ravissante et fort bien éduquée. Je l'ai beaucoup observée ce soir, et je crois qu'elle s'est considérablement améliorée. Elle m'a même paru plus jeune, plus fraîche que l'année dernière. » L'air surpris du marquis fit rire la princesse. « Mon instinct slave me dit, mon cher, qu'elle pourrait bien être le joyau secret que vous avez jusqu'ici recherché en vain. » Le marquis se contenta de sourire avant de baiser la main de son ami. Mais quand il fut seul, il estima qu'avec sa fameuse intuition, la princesse n'avait pas son pareil pour exprimer clairement ce que lui-même pensait. Les compliments de ses invités avaient été sincères. Il pouvait d'autant moins en douter qu'il considérait cette soirée, sans trop savoir pourquoi, comme l'une des plus réussies qu'il eût jamais données. Et il ne faisait aucun doute qu'Héloïse avait été sa plus belle invitée. Elle était arrivée rayonnante d'une lumière intérieure, ses cheveux d'or brillants dans l'éclat des lustres, le bleu de ses yeux avivé par la joie. Aucun bijou ne lui était nécessaire. Elle possédait vraiment une beauté exceptionnelle. Le marquis entra dans sa chambre en songeant que cette réception, dont il était si satisfait, n'aurait pas eu lieu sans Héloïse. C'était elle qui avait eu l'idée de conduire Lady Newland au bal de la comtesse de Dorset. Et sans cette initiative, jamais la pensée ne lui serait venue que Lady Newland souhaitât apparaître en public. Restait à comprendre le changement d'Héloïse vis-à-vis de sa marraine. Avant le bal de la comtesse, elle semblait oublier jusqu'à son existence. Il demeura perplexe pendant tout le temps que son valet l'aida à se déshabiller. Ensuite, debout devant la fenêtre ouverte, il observa le lever du jour en respirant l'air frais du matin. Sa vigueur naturelle l'empêchait de ressentir la fatigue, bien que la veille, il se fût levé tôt. Déjà, il pensait à la promenade équestre qu'il avait l'habitude de faire avant le petit déjeuner. L'armée lui avait appris à dormir très peu quand il le fallait. Il savait ce matin-là que 3 heures de sommeil lui suffiraient. Il tira les rideaux et alla se coucher, mais quand il voulut s'allonger, son pied rencontra un objet cylindrique et dur. Intrigué, le marquis rejeta le drap et découvrit un petit rouleau de papier ainsi qu'un billet froissé. Il se redressa et repoussa la teinture qui masquait la lumière de l'unique bougie brûlant sur la table de nuit. Le marquis arriva au ministère des Affaires étrangères en même temps que Lord Hawkesbury. Après avoir écouté son récit avec effarement, le ministre prit le rouleau que son visiteur lui tendait, l'ouvrit et s'exclama: « J'avais raison, Straverton. Ces informations sortent directement d'ici. Elles m'ont été communiquées hier par le premier lord de l'amirauté. Et les renseignements concernant les régiments, je les ai appris avant-hier de la bouche de Lord Hobart. Le secrétaire d'État à la guerre? Exactement. C'est incroyable. Et en plus, je me retrouve en possession de ces informations. Certes, mais cela nous permet de réduire notre champ d'investigation. Suggérez-vous que la trahison est forcément le fait de l'un de mes invités?
Je préfère le penser, puisqu'au moins vous possédez la liste des personnes qui étaient chez vous hier. J'ai passé en revue tous les noms, mais je ne peux me résoudre à croire qu'il y a un traître parmi mes amis personnels. S'il y a un traître, il y a aussi un patriote. Ces informations ont atterri dans votre lit parce qu'on a voulu les soustraire à l'ennemi. Mais il se peut que nous ayons affaire à une seule et même personne, prise d'un remords de dernière minute. J'y ai songé. Reste que ces renseignements sont sortis d'ici et ont été apportés chez moi, dans mon lit, où je ne pouvais manquer de les trouver. On pourrait se croire dans une pièce de théâtre. Mais c'est un vrai drame. Et j'en reviens à mon suspect de la première heure, Lord Reelsby. J'ai été surpris de le voir à votre soirée. Je l'ai invité afin de l'observer de plus près, précisa le marquis. Mais s'il est réellement le coupable, pourquoi ce revirement? Et pourquoi m'a-t-il choisi moi en particulier? La réponse m'échappe, je l'avoue. Toutefois, je suis maintenant totalement convaincu de sa culpabilité. Après un bref silence, le marquis annonça. Je vais rentrer chez moi et interroger mes serviteurs. L'un d'eux a peut-être surpris une personne entrant dans ma chambre. Je n'ai pas voulu les alerter avant de vous avoir prévenu. Vous avez eu raison, il faut être prudent. Néanmoins, je m'en remets à votre bon sens qui a fait ses preuves dans le passé. Je dois dire que cette situation est particulièrement étrange et inattendue, remarqua le marquis en souriant. Mon cher marquis, je considère que vous m'avez déjà apporté la preuve que Reelsby est un traître, mais nous devons éviter qu'il ne se sente surveillé tant que nous ne connaîtrons pas ses complices. Lord Hawkesbury posa son regard sur le rouleau de papier et exprima sa colère. C'est précisément le genre d'informations qui peuvent être très utiles à Bonaparte s'il a l'intention de nous envahir, ce dont je ne doute pas. Dans un souci d'apaisement, le marquis répondit. Voilà au moins des renseignements qu'il n'aura jamais. Puis il se leva et tendit la main au ministre en disant. Il est probable que Reelsby apprendra par un complice que le message n'est pas passé. Dans ce cas, il recommencera l'opération. Ce sera alors à nous de l'appréhender. Nous empêcherons ainsi la destruction de notre pays. Le rêve de Bonaparte, s'exclama le ministre. Et si nous pouvons en apporter la preuve, nous parviendrons peut-être à sortir le gouvernement de sa léthargie. Espérons-le. Tandis qu'il s'éloignait du ministère, le marquis se demanda quel serviteur il allait interroger en premier. Elle décida de commencer par Harris, son valet de chambre. Aussitôt arrivé, il se rendit dans la bibliothèque et fit appeler Harris. L'homme était à son service depuis plus de 10 ans. Quand il entra dans la pièce, le marquis remarqua ce petit air arrogant qu'Harris arborait lorsqu'il craignait d'avoir commis une faute. « Monsieur le marquis m'a fait appeler ?»« Oui, Harris, j'ai besoin de votre aide. » Le valet eut visiblement une expression plus sereine, mais il attendit l'explication du marquis. La nuit dernière, pendant la réception, quelqu'un est venu déposer un message dans ma chambre, malheureusement sans le signer, et j'aimerais bien savoir qui l'a écrit. Un message, monsieur le marquis. Je n'ai rien vu. Il était dans mon lit. Harris laissa échapper une exclamation de surprise. À l'avenir, quand il y aura des étrangers dans la maison, je fermerai à clé la chambre de monsieur le marquis. Il n'est pas supportable que ces jeunes personnes qui recherchent les faveurs de monsieur le marquis se croient permises d'aller et venir d'une pièce à l'autre, comme si elles étaient chez elles. Les élans protecteurs de son valet de chambre amusèrent le marquis. Enfin voilà, Harris, ce qui est arrivé. Je trouve cela très embarrassant de recevoir un billet doux et de ne pas en connaître l'auteur. Tant de jeunes femmes, hélas, ont pu l'écrire. Devant cette impertinence, le marquis fronça les sourcils. « J'ai peut-être ma petite idée, » annonça Harris après un silence. « Vraiment, Harris. Oui, lorsque j'ai descendu les affaires de monsieur le marquis, une jeune femme se tenait devant la porte de la chambre où les invités avaient laissé leurs vêtements. » Harris, remarquant l'intérêt qu'il suscitait chez le marquis, poursuivit. Elle était très jolie, monsieur le marquis. Je sais aussi qu'elle a regardé avec insistance ce que je portais sur le bras. Le marquis sentit qu'Harris prenait plaisir à créer un certain suspense. Il entra dans le jeu. Et qu'aviez-vous sur le bras, Harris? La cape de monsieur le marquis. Et je tenais à la main sa nouvelle paire de bottes que je devais cirer. Quant à la jeune personne en question, qu'était-elle? La plus ravissante de toutes, monsieur le marquis. Je l'ai même entendu dire plus d'une fois hier soir. Le marquis se tut, laissant Harris achever son récit. « Je veux parler, monsieur le marquis, de mademoiselle Wingate. »« C'est bien ce que j'avais cru comprendre, et vous pensez vraiment qu'elle a pu porter un billet doux dans ma chambre ?
Sans aucun doute, mais je me permets d'ajouter que jusqu'à présent, jamais l'on n'avait eu l'impudence de glisser ce genre de choses dans le lit de monsieur le marquis. Le marquis fronça de nouveau les sourcils, puis après un silence pesant, il demanda « Pourriez-vous suspecter quelqu'un d'autre » ? « Non, monsieur le marquis, je n'ai vu que cette personne, et quand je suis descendu, elle était encore dans le corridor. » « Merci de votre aide, Harris. » Une fois seul, le marquis réfléchit longuement à l'information que venait de lui procurer son valet, et il n'arrivait pas à y croire. Comment Héloïse Wingate se trouvait-elle mêlée à une pareille histoire? Le franc soucieux, il revit l'instant où, terrorisée par Sir Humphrey Grange, elle avait couru vers lui et s'était jetée dans ses bras. Il avait senti son corps agité de tremblements convulsifs qui trahissaient sa frayeur, et lorsqu'il l'avait quitté, son regard exprimait encore une profonde inquiétude. L'idée lui vint qu'en lui transmettant le message, elle avait dû pour la seconde fois rechercher sa protection. Le mieux serait d'en parler avec elle pendant que Lady Newland se reposerait, après le déjeuner. Cela était nécessaire, il tenait absolument à ce qu'Héloïse ne fût, en aucune manière, impliquée dans cette sombre affaire. Il se souvint, pour l'avoir observée sans même le vouloir, qu'elle avait été absente de la salle de bal pendant un assez long moment. Il avait noté cela parce que, jusqu'alors, Héloïse n'avait pas manqué une seule danse. Il s'était émerveillé de sa grâce juvénile, de sa beauté faite de simplicité et de fraîcheur. Si elle était l'unique jeune femme de la soirée, elle ne devait pas son charme à sa seule jeunesse. Il venait surtout de son regard expressif, de son délicieux sourire et de la joie très pure qu'exprimait chacun de ses mouvements. C'était donc, à n'en pas douter, pendant cette éclipse, qu'Harris l'avait vue au premier étage. Elle avait ensuite proposé à sa marraine de rentrer à Curzon Street. En lui souhaitant bonne nuit, le marquis avait remarqué son air anxieux. Tout concordait, en définitive, mais il restait à savoir pourquoi et comment Héloïse s'était aventurée dans ce complot. D'où tenait-elle ce message secret? L'avait-elle intercepté par hasard? Mais dans ce cas, par quelle raison ne le lui avait-elle pas remis directement, au lieu de commettre l'acte répréhensible qui consistait à pénétrer dans sa chambre et à introduire le rouleau de papier dans son lit? Ce comportement semblait être celui d'une personne stupide, or Héloïse ne l'était pas. Soudain le marquis frappa du poing sur son bureau. « Bon sang, dit-il, il me faut connaître la vérité. » En entendant le son de sa voix vibrer dans la pièce, il sut qu'il ferait l'impossible pour qu'Héloïse restât à l'écart de cette ténébreuse affaire.